Je m'appelle Perle et j'ai 72 ans. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que certains moments changent tout, et j'ai appris que ces moments viennent souvent quand tu t'y attends le moins. Parfois de la personne que tu ne suspecterais jamais regarderait pour toi du tout. Il y a 3 ans, mon fils Antoine a perdu sa femme, Denise. Elle était une belle âme, prise par le cancer bien trop tôt. J'ai regardé mon fils faire son deuil, les regarder se mouvoir à travers ces jours sombres, comme un homme qui réapprenait à marcher. Et j'ai regardé mon petit-fils de 5 ans, Léo, essayer de comprendre un monde où maman n'était plus là. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais vue. Pendant longtemps après que Denise soit passée, Antoine était juste perdu. Il s'est jeté au travail en élevant Léo, dans les mouvements quotidiens de survie. Je ne l'ai pas poussé vers rien. Je figure qu'il guérirait à son propre temps, à sa manière. C'est ce que tu fais quand quelqu'un que tu aimes souffre. Tu attends, tu es patient, tu ne les presses pas. Mais puis, 8 mois plus tard, Célia est apparue. Je me souviens la première fois qu'Antoine l'a mentionnée. Il recueillait Léo de ma maison et il avait ce regard que je n'avais pas vu en années. Quelque chose comme l'espoir. Il a dit qu'il avait rencontré quelqu'un au travail, que c'était été si gentil avec lui, si compréhensif à propos de tout ce qu'il avait traversé. Elle était belle, a-t-il dit. Elle a fait Léo rire. Elle semblait comprendre exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin. Célia avait 31 ans, élégante, énergique. Elle avait cette façon de te faire sentir comme tu étais la personne la plus importante dans la salle quand elle te parlait. Elle a apporté des cadeaux pour Léo, elle a ri aux blagues d'Antoine. Elle semblait vraiment intéressée dans notre famille, nos histoires. Et je pouvais voir mon fils s'illuminer à nouveau, comme quelqu'un avait tourné un commutateur en arrière. Mais j'avais un sentiment. Appelle-le intuition, appelle-le expérience, appelle-le le genre de chose qui vient de 72 ans de regarder les gens. Quelque chose sur Célia ne me semblait pas bien. Ce n'était pas n'importe quoi que je pouvais pointer à. Elle n'était jamais rude. Elle était toujours polie avec moi, toujours souriante, toujours demandant comment j'allais. Mais il y avait quelque chose de calculé à ce sujet, quelque chose qui se sentait comme elle jouait une part. Je l'attrapais en regardant autour de la maison d'Antoine avec ce regard d'évaluatif, comme si elle évaluait l'inventaire. Mais je n'ai rien dit. J'ai gardé ma bouche fermée parce que j'ai appris, de la manière difficile, que les mères qui parlent sur les petites amies de leurs fils sont étiquetées comme interférences, jalouses, non-soutien. Je ne voulais pas être cette mère, et peut-être, j'ai pensé, j'étais juste être paranoïe. Peut-être j'étais projetant mon deuil sur cette femme parce que je n'étais pas prête à laisser aller la mémoire de Denise. Donc j'ai souri, j'ai été polie, j'ai invité à des dîners familiaux, j'ai prétendu que tout était bien. Tout a bougé très vite. Dans 3 mois, Célia s'était pratiquement emménagée. Dans 6, Antoine l'avait demandé de l'épouser. Il voulait Léo d'avoir une mère à nouveau, a-t-il dit. Il voulait construire une nouvelle famille, une famille de guérison. Et qui étais-je pour lui dire non? Donc, nous sommes ici. Le mariage était samedi dernier à la salle de réception du centre-ville. C'était une petite cérémonie, peut-être 40 personnes. Rien d'extravagant, mais gentil. Mon autre fils était là, quelques cousins, quelques amis d'Antoine du travail. Célia regardait magnifique dans sa robe. Antoine avait l'air plus heureux que je l'avais vu depuis avant que Denise tomberait malade. Mais j'étais toujours mal à l'aise. Je ne pouvais pas le secouer. La réception battait son plein. Il y avait de la musique, du traiteur, les toasts habituels et la danse. Je m'asseyais à une des tables rondes près du dos, tétant mon verre et regardant les mariés mingler. Léo était avec moi. Il avait été parti du mariage et après, il semblait fatigué et un peu submergé.
Les petits-enfants ne le font pas toujours bien à ces grands événements, et Léo avait été à travers tellement déjà dans sa courte vie. Il s'asseyait à côté de moi, balançant ses jambes, n'atteignant pas tout à fait le sol. Il portait un petit costume qu'Antoine avait choisi, et ses cheveux étaient glissés en arrière de la manière que Célia avait insisté. Il regardait épuisé. J'ai mis mon bras autour de lui et demandé s'il allait bien, si l'on voulait aller à la maison. Il a hoché sa tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de tension. J'ai changé assez de couches et lu assez d'histoires au coucher pour savoir quand un enfant a quelque chose sur leur esprit. « Grand-mère », il a chuchoté, et sa voix était si tranquille que j'ai presque pas l'entendre sur la musique et le rire autour de nous. Il a agrippé ma main et ses petits doigts tremblaient. « Je veux partir maintenant. » Je lui ai demandé pourquoi, lui ai dit qu'on pouvait partir bientôt, que papa passait un bon moment. Je pensais peut-être qu'il était juste fatigue, stimulé excessivement par le bruit et la foule. Mais il a serré ma main plus fort, et il s'est penché près de mon oreille. « N'as-tu pas regardé sous la table ?» a-t-il chuchoté. Je me sentais ma peau aller froide. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Quelque chose dans son ton, quelque chose dans la manière dont il me regardait, effrayée mais sérieuse, comme s'il me disait quelque chose d'important, m'a dit que j'avais besoin d'écouter. Je lui ai dit de rester là, bien, à continuer regardant les danseurs, et puis j'ai très prudemment, très casuellement, penché vers le bas comme je recueillais une serviette que j'avais lâchée. J'ai regardé sous la table, et là, collé au-dessous de la nappe, était un petit enregistreur numérique, le genre que tu peux obtenir à n'importe quel magasin d'électronique, le genre que tu utiliserais pour enregistrer des conversations sans que quiconque sache. Je me sentais la salle tourner un peu. Mon cœur s'est mis à marteler dans ma poitrine. Je me suis redressée lentement, j'ai ramassé ma serviette et je me suis rassise dans ma chaise. Léo était qui me regardait. J'ai mis mon bras autour de lui et l'ai tenu prêt, et j'essayais de figurer ce que faire, ce que cela voulait dire, pourquoi, au nom de Dieu, il y avait un appareil d'enregistrement collé sous la table au mariage de mon fils. Et puis mes yeux ont atterri sur le sac à main de Célia. Il était assis sur la chaise à côté de la sienne, une table au-dessus. Le fermoir était légèrement ouvert, juste assez pour que je puisse voir quelque chose dedans. Pendant que tout le monde se concentrait sur la piste de danse, pendant qu'Antoine riait avec quelques-uns de ses collègues, j'ai regardé Célia se lever et aller à la salle de bain. Et j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière, mais je l'ai fait de toute façon. Je me suis levée, j'ai marché vers son sac à main, comme si je me dirigeais juste autour de la réception, et je l'ai ouvert complètement. À l'intérieur, sous un compact de maquillage et un téléphone, était une chemise de manille, remplie de papier. Je l'ai ouvert juste assez pour voir ce qui était à l'intérieur. Il y avait les transcriptions imprimées, les vraies transcriptions des conversations, le mien et le sien d'Antoine, Antoine et ses amis. Antoine parlant à la famille à propos de ses finances, à propos de sa maison, à propos du règlement d'assurance vie de Denise. Il y avait des notes écrites à la main dans les marges, avec les valeurs de propriété écrites vers le bas, estime des soldes bancaires, les calculs de ce que la valeur d'Antoine pourrait être dans un règlement de divorce. Il y avait les dates et les heures. Il y avait un dossier entier, méticuleusement organisé, documentant la valeur d'extraction de la vie de mon fils. Je me sentais malade, je me sentais en colère, je me sentais une sorte de rage de protection que je n'ai pas sentie depuis que mes enfants étaient petits et j'avais à les protéger du monde. J'ai tiré mon téléphone et j'ai pris des photos, plusieurs d'entre eux.
Photos de chaque page que je pouvais voir sans prendre trop longtemps, sans être évidente. Mes mains tremblaient si mal que j'ai pu à peine tenir le téléphone stable. Puis j'ai fermé la chemise, j'ai fermé le sac à main et je suis retournée à mon siège où Léo attendait. Célia est revenue de la salle de bain quelques minutes plus tard et je l'ai regardée vérifier son sac à main. Elle l'a fermé, satisfaite que rien n'avait été troublé. Elle n'avait aucune idée que je savais. Aucune idée qu'un garçon de 5 ans avait sauvé son père de quelque chose de terrible. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis allée à la maison et je suis assise dans mon salon avec toutes ces photos sur mon téléphone et j'ai lu à travers eux encore et à nouveau. Enregistrement d'appareils, dossiers financiers, transcription de conversations privées. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu, c'était délibéré, c'était un plan. J'ai appelé Antoine le matin suivant. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir, seul, juste lui et moi. Quand il est arrivé à ma maison, je pouvais voir le bonheur toujours sur son visage du mariage et je savais que j'étais sur le point de le détruire. Mais je savais aussi que j'avais A. Je lui ai montré les photos. Je lui ai dit d'elle le magnétophone sous la table. Je lui ai dit d'elle la chemise dans son sac à main. Et je l'ai regardé, son visage changé. Je l'ai regardé, la couleur s'égoutter hors de ça, alors que la réalité de ce que je disais enfonçait à l'intérieur. Il ne m'avait pas d'abord cru. Comment aurait-il pu? La femme qu'il avait juste épousée, la femme qui avait été si gentille, si compréhensive, si aimante, comment aurait-elle pu être capable de quelque chose comme cela? Ça n'avait pas de sens. Mais puis, je lui ai montré les photos plus soigneusement. Il a lu les notes, il a vu les dates, il a vu ses propres paroles, ses propres conversations privées, transcrites et analysées comme s'il était une marque dans une arnaque. Et il m'a cru. On est retourné au lieu du mariage le jour suivant, tranquillement, juste lui et moi. On a trouvé l'enregistreur toujours collé sous la table, toujours en train d'enregistrer. Et on l'a apporté à la police. On leur a montré chaque chose. L'enquête qui a suivi a été rapide et brutale. Il s'avère que Célia l'avait fait avant, pas une fois, mais 2 fois. Elle avait épousé un homme au Luxembourg il y a 6 ans, avait passé 18 mois en extrayant autant d'informations qu'elle pouvait à propos de ses finances, et puis archivée pour un divorce avec le genre de levier que seul vient des mois de preuves documentées. Elle s'était éloignée avec près de 3 millions d'euros. La 2e fois était en Belgique, il y a 4 ans. Un autre homme riche, un autre mariage qui a duré moins de 2 ans. Un autre règlement en sa faveur. Elle était un professionnel, c'est ce qu'elle a fait. Le mariage d'Antoine a été annulé dans les semaines. Le tout a été dissous comme s'il n'avait jamais eu lieu, parce que techniquement, c'était fondé sur la fraude. L'avocat de Célia a essayé de combattre, a essayé de réclamer que ses efforts d'enregistrement et de documentation étaient juste elle étant prudente du mariage, juste elle se protégeant. Mais tu ne peux pas te protéger en commettant la fraude. Tu ne peux pas construire une fondation pour l'extorsion financière et l'appeler la prudence. Elle n'a pas obtenu 1 centime. Et mon fils est rentré à sa maison et sa vie et son petit garçon. Et il a tenu Léo comme il pourrait disparaître s'il l'a laissé aller. Quelques semaines après que tout a été régularisé, Antoine s'était assis avec moi dans ma cuisine, buvant le café comme on l'avait utilisé. « Merci », il a dit, « pour ne pas me laisser faire une énorme erreur, pour être disposé à regarder, même quand je ne t'ai pas demandé. » Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me remercier, que n'importe quelle mère aurait fait les mêmes. Mais puis, j'ai dit quelque chose dont j'ai pensé à beaucoup depuis. « Tu sais qui t'a vraiment sauvé ?» je lui ai dit. « Léo. Ce garçon de 5 ans a vu quelque chose que personne d'adulte ne s'est vu. Il faisait attention quand tout le monde d'autre était distrait. Il était assez brave pour vous dire, même s'il avait peur. » Et Antoine a hoché.
parce qu'il savait c'était vrai. Ce soir-là, j'ai pensé à toutes les leçons que je pensais qu'on avait à apprendre des livres, de l'expérience, des années de vie. On pense la sagesse vient de l'âge, des cheveux gris et les rides, et ayant vécu à travers assez pour reconnaître les motifs. Et il y a vérité à cela. J'ai vécu 72 ans et j'ai appris beaucoup. Mais j'ai appris quelque chose de nouveau ce jour-là. Parfois, la sagesse la plus grande vient des gens qui ont vécu la moins. Parfois, un enfant avec les yeux larges et un cœur honnête peut voir les choses que des décennies de vie nous ont rendus trop fatigués pour remarquer. Parfois, les gens les plus petits dans nos vies font attention plus près que jamais on le pouvait. Léo est en première année maintenant. Il va bien, il est heureux. Et chaque fois que je le vois, je me souviens de ce moment quand il a agrippé ma main et a chuchoté. « N'as-tu pas regardé sous la table ?» Et je pense à comment on est supposé toujours protéger nos enfants, les maintenir sûrs, être les forts. Mais parfois, si on est très chanceux, il nous protège, il nous sauve. Il nous montre les choses qu'on avait besoin de voir, mais ne pouvait pas trouver sur nos propres. Et à ces moments, toutes les années qu'on a vécues, toute l'expérience qu'on a recueillie, il s'efface à côté de la simple vue claire d'un enfant qui sait que quelque chose ne va pas bien. C'est la vraie sagesse.